J'ai offert une maison à ma fille comme cadeau de mariage, persuadée que son union serait une célébration, une occasion élégante, joyeuse, tout qu'une mère pourrait souhaiter. Mais avant même que la cérémonie n'ait lieu, ce prétendu fiancé est arrivé avec toute sa famille, ses parents, son frère, sa belle-sœur, s'installant comme s'ils étaient les propriétaires des lieux. Leur première déclaration: nous prenons la chambre principale. Elle peut s'occuper de toutes les corvées. J'ai cru à un mariage. Eux voyaient ma fille comme une domestique à demeure. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ils ont jubilé trop tôt et réalisé trop tard. Ma fille n'est l'échelle de personne. En un instant, tout a basculé. La famille de son fiancé, c'était une autre histoire. Sans maison, sans voiture, sans la moindre contribution financière pour le mariage. Ses parents vivaient dans un village reculé, travaillant comme ouvriers agricoles, tandis que son frère et sa belle-sœur survivaient à peine avec des emplois précaires en ville. Mon mari, Thomas, et moi avions des doutes sur cette relation dès le début, mais Anna, notre fille, était éperdument amoureuse. Elle nous a suppliés, convaincus, implorés, jusqu'à ce que nous cédions. Pour garantir qu'elle ne manque de rien après le mariage, nous lui avons offert une magnifique maison en périphérie de Munich, une villa individuelle entièrement rénovée, jusqu'au moindre détail. Thomas a tout supervisé personnellement, investissant des centaines de milliers d'euros dans des designs sur mesure, des finitions soigneusement choisies et les meilleurs artisans que l'argent puisse acheter. Quand les travaux ont été achevés, il était si enthousiaste qu'il m'a pratiquement traîné pour voir le résultat final. Mais avant même que nous franchissions le seuil, une voix stridente a retenti dans toute la maison. « Mon Dieu, ce quartier, c'est une prison. Toutes les maisons ont leurs portes fermées. Comment vais-je rendre visite aux voisins si personne ne laisse sa porte ouverte? Klaus va leur dire d'être plus conviviaux et d'arrêter de tout verrouiller. Et cette porte d'entrée, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une forteresse, avec ses barreaux si bien scellés qu'on croirait une banque. Quand la famille vient, ils devront attendre dehors comme des mendiants? Klaus, appelle des ouvriers et fais démolir cette chose ridicule. » Je n'avais pas besoin de la voir pour savoir. C'était la mère de Lukas, Frau Müller, la mère du fiancé. Une colère sourde a commencé à monter en moi. Lukas n'avait rien apporté à ce mariage. Ni maison, ni voiture, ni même une bague de fiançailles. Anna avait discrètement acheté une bague elle-même pour que nous ne le remarquions pas. Lorsqu'elle l'a appris, au lieu de gratitude ou de honte, la famille de Lukas s'est moquée d'elle, qualifiant la bague de gâchis. Un anneau, c'est une formalité. Pourquoi jeter l'argent par les fenêtres pour quelque chose d'aussi inutile? Ont-ils argué. Et maintenant, debout sur le seuil de cette maison, notre maison, écoutant cette femme se plaindre comme si elle inspectait un motel miteux, je sentais ma patience s'effilocher. Anna, toujours conciliante, a tenté de calmer le jeu. Monsieur et Madame Müller, il y a un centre communautaire merveilleux à proximité. Si vous cherchez de la compagnie, il y a des soirées jeux, des événements sociaux, plein d'opportunités pour rencontrer des gens. Frau Müller a froncé le nez. Des jeux de cartes? Tu crois qu'on n'a jamais joué aux cartes? Puis, comme si nous étions invisibles, les parents de Lukas se sont éloignés pour explorer, jetant un œil aux pièces, inspectant les meubles, agissant comme s'ils étaient déjà propriétaires. Pas un bonjour, pas un regard dans notre direction. Anna restait figée, oscillant entre politesse et incrédulité. Même Thomas, d'ordinaire le plus calme, semblait totalement déconcerté. Lukas, remarquant mon expression sombre, s'est précipité vers nous en chuchotant. « Herr et Frau Wagner, je sais que mes parents peuvent être exubérants. Ils parlent fort, c'est tout, mais je vous promets qu'ils aiment ça vraiment Anna. » Avant que je puisse répondre, un rire tonitruant a éclaté depuis la chambre principale. « Cette pièce est magnifique. » C'était la voix de Herr Müller. L'espace d'un instant, j'ai espéré qu'ils appréciaient enfin ce que nous avions fait pour Anna. Puis, mon souffle s'est coupé. Là, dans la chambre, Frau Müller était vautrée sur le lit flambant neuf, les jambes croisées, ses chaussures encore aux pieds. Les draps impeccables étaient déjà tachés de terre par ses semelles usées. À ses côtés, Herr Müller allumait tranquillement une cigarette à l'intérieur de la maison de ma fille. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a écrasé le bout incandescent contre la table de chevet en bois de chêne, l'utilisant comme un cendrier. Une marque noire et carbonisée est apparue immédiatement sur la surface polie.
La mâchoire de Thomas s'est crispée si fort que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Anna, visiblement gênée, a donné un coup de coude à Lucas, le suppliant en silence d'intervenir. Mais il a baissé la tête, les épaules voûtées, comme un enfant réprimandé. Pas un mot, pas une protestation. Puis, comme si leur audace n'avait pas encore atteint son apogée, Herr Müller a étiré les bras, poussé un soupir de satisfaction et déclaré: « Cette chambre est parfaite. Beaucoup de lumière naturelle, une vue splendide. Nous la prenons. » J'ai failli jurer à voix haute. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Mais non, il venait d'entrer dans la maison de ma fille, avait jeté un œil et décidé de s'approprier la chambre principale. Anna, Thomas et moi étions figés, trop abasourdis pour parler. Ce n'était pas un malentendu, c'était une invasion. Herr Müller est sorti de la chambre principale, nous remarquant à peine, et s'est dirigé vers une des chambres plus petites. Il a parcouru l'espace du regard avant de hocher la tête avec satisfaction. Celle-ci est parfaite, idéale pour notre petit-fils. Il s'est tourné vers Lucas sans hésiter. Appelle ton frère et dis-lui d'annuler son bail. Lui et Lena devraient emménager avec Jonas immédiatement. Puis, comme si tout était réglé, il a continué. Nous mettrons la maison au nom de Jonas. Comme ça, il aura un foyer stable quand il commencera l'école. Quant à toi et Anna, vous pourrez revenir vivre ici quand vous aurez des enfants. D'ici là, pas d'urgence. J'ai senti ma patience s'évanouir. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Thomas m'a saisi le poignet et m'a fait un léger signe de tête. Il voulait voir si Anna pouvait gérer cela seule. Si elle ne posait pas de limite maintenant, quel avenir aurait-elle avec cette famille? J'ai ravalé ma colère et tourné mon regard vers Lucas. Ce jeune homme, qui nous avait toujours semblé poli, éloquent, respectable en notre présence, se tenait là, tête baissée, dos voûté, muet comme une marionnette sans fils. Anna, elle, avait atteint sa limite. Sa voix s'est faite glaciale. « Cette maison est un cadeau de mes parents. Ce n'est pas une pension pour toute votre famille. Ne crois-tu pas que tu vas trop loin? » La pièce s'est tendue. L'expression de Herr Müller s'est assombrie. Une bouffée de fumée a jailli de ses narines et sa voix s'est aiguisée. « Ta maison? » Il a fait un geste de la main. « Tu crois vraiment que cet endroit t'appartient? C'est la maison de mon fils, ce qui veut dire qu'elle est à nous. Et tu as le culot de répondre à ton futur beau-père avant même d'être marié? Tu comptes nous jeter dehors une fois que tu auras une bague au doigt? » Il a laissé son regard parcourir la pièce, puis a ricané. Jonas continue de payer un loyer tous les mois. Cette maison est immense. Quel gâchis de laisser tout cet espace vide. Pourquoi ne devrait-il pas emménager? Frau Müller a enchaîné, son ton montant dans les aigus. Je comprends, vraiment, c'est ta maison de mariage. Mais franchement, n'est-ce pas un peu ridicule? 2 personnes vivant dans une maison aussi grande? Elle a pointé la petite chambre. Quel mal y a-t-il si Jonas s'installe ici? Vous n'avez même pas encore d'enfant. Pourquoi laisser une chambre aussi parfaite vide? Puis, comme si c'était un grand acte de générosité, elle a ajouté. Nous ne voulons pas profiter de toi, ma chère. Nous voulons juste éviter que tu traverses des moments difficiles seule. Nous sommes venus t'aider, te soutenir. Tu devrais être reconnaissante. Puis, sentant peut-être la froideur de nos expressions, elle s'est tournée vers Anna avec un sourire. En plus, tu es sur le point de devenir ma belle-fille. Il est normal que tu prennes soin de nous. Cuisiner, nettoyer, tu es responsable de notre confort. Ne t'avise pas de paresser juste parce que tu es la mariée. Mes doigts se sont crispés en poing. Les mains d'Anna tremblaient à ses côtés. Sa respiration était rapide et saccadée. Mais Frau Müller n'avait pas fini. Franchement, à te voir, on dirait que tu n'es pas très douée pour tenir une maison. Pourquoi ne pas demander à ton père d'embaucher une bonne pour s'occuper de nous? Le corps d'Anna s'est raidi. Des larmes ont perlé dans ses yeux, mais elles ne coulaient pas. Elle brûlait, incandescente, furieuse. Puis, enfin, elle a explosé. Si vous voulez une maison en ville, si vous voulez qu'on s'occupe de vous, payez-moi. Herr Müller a bondi. C'est comme ça que tu parles à la femme avec qui tu vas te marier? Tu nous traites comme des mendiants? Depuis quand l'argent de ta famille est plus important que le nôtre? Un mariage, c'est tout partager. Elle ne comprend pas ça? Le visage de Lucas a blêmi. Sa voix s'est élevée, alarmée. Anna, tu ne peux pas dire ça. Excuse-toi auprès de mes parents.
Le regard acéré d'Anna s'est tourné vers lui, sa voix aussi froide que l'acier. « Lucas, si tu penses vraiment ça, alors prends tes parents et sors de ma maison. Mes parents m'ont offert cette maison, pas toi, pas eux. » La main de Lucas s'est tendue, saisissant son poignet. « Anna, arrête, tu fais toujours ces caprices et je te laisse toujours faire. Mais tu ne pourrais pas montrer un peu de respect à mes parents ?» Anna a arraché son bras d'un geste sec, lui tournant complètement le dos. Frau Müller a laissé échapper un rire amer. « Tu devrais être reconnaissante d'épouser un homme comme Lucas. Tu crois que tu es trop bien pour nous? Regarde-toi, égoïste, gâtée et totalement irrespectueuse. Franchement, je ne pense même pas que tu sois assez bien pour mon fils. » Elle s'est tournée vers Lucas, les yeux flamboyants. « Tu vois, elle nous méprise, comme tous ces gens de la ville. » Anna l'a fixé, sa voix ferme. « Nous ne sommes même pas encore mariés, et vous essayez déjà de réclamer ce qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas une famille, c'est de l'avidité. » Lucas s'est essuyé le front, le visage crispé. « Anna, c'était déplacé. Tu dois t'excuser. » Herr Müller a fait un pas lent vers nous, expirant de la fumée dans notre direction. Son regard s'est posé sur Thomas et moi, sa voix moqueuse et traînante. « Thomas, je dois te demander, comment as-tu élevé ta fille, exactement? Parce que je vois un grave manque de discipline ici. Aucun respect, aucune humilité. Toujours « ma maison, c'est épuisant à entendre. » Il a pris une autre bouffée de cigarette, exhalant lentement. « Vous ne méprisez pas les gens de la campagne, n'est-ce pas? » Il a plissé les yeux, ajoutant presque paresseusement. « Tu sais, Lucas n'est pas devenu comme ça tout seul. Il a dû être discipliné, enfant, de l'amour dur, une vraie éducation. C'est pourquoi il est poli, travailleur, humble. C'est pourquoi il a un avenir en ville. » Il a souri, mais son sourire était tranchant, sans chaleur. « Quand ta fille se mariera avec nous, elle apprendra aussi qu'elle est sa place. Lucas s'en assurera. » Lucas est resté figé à ses côtés, silencieux, puis il a hoché la tête, un mouvement léger, presque imperceptible. Mais je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. Et à cet instant, quelque chose dans les yeux d'Anna a changé. Thomas a regardé les Müller, totalement abasourdi. En toutes ces années, il n'avait jamais rencontré une famille aussi effrontée, aussi dénuée de honte. Je ne pouvais plus me contenir. La colère m'a submergée et je l'ai laissé éclater. Comment nous avons élevé notre fille ne vous regarde pas. Et vous avez l'audace de nous faire la leçon? Je me suis avancée, la voix ferme. Vous n'avez pas pu contribuer d'un centime au mariage. Vous n'avez ni maison, ni voiture, rien apporté à cette union. Et maintenant, vous avez le culot d'agir comme si cette maison était à vous? J'ai fusillé Lucas du regard. Votre fils, qu'apporte-t-il exactement, à part de l'obéissance? Il dépend de nous pour tout. Alors, dites-moi, d'où tire-t-il le droit d'exiger quoi que ce soit? Les Müller sont restés là, momentanément stupéfaits, comme si personne n'avait jamais osé les remettre à leur place. Puis, après un instant, Herr Müller a perdu son sang-froid. « Ça suffit. Tu as fini de parler? Et alors, si nous n'avons pas d'argent? Ta fille n'a pas été si difficile à séduire, n'est-ce pas? » Elle s'est pratiquement jetée sur Lucas. Son ton s'est fait moqueur, son sourire cruel. « Tu crois qu'on ne sait pas pourquoi? Elle a passé son apogée. Si elle valait vraiment quelque chose, vous n'auriez pas eu à soudoyer un homme avec une maison et des cadeaux pour qu'il l'épouse. Soyons honnêtes, vous saviez qu'elle n'avait pas de meilleures options. » Le corps d'Anna s'est raidi. Ses mains se sont serrées en poing, sa poitrine se soulevait à chaque respiration rapide. Je savais ce qu'elle pensait. Pendant des années, elle avait porté l'insécurité de Lucas. Elle n'avait jamais affiché la richesse de sa famille, jamais acheté d'articles de luxe en sa présence. Chaque dîner, chaque sortie au cinéma, elle payait, prétendant que ce n'était rien. Et pourtant, il transformait sa générosité en désespoir. Anna a pris une profonde inspiration tremblante. Puis sa voix a résonné dans la pièce, calme et ferme. « Maman, papa, je ne l'épouserai pas. » Thomas et moi nous sommes tournés vers elle. Son regard était clair, sa voix résolue. « Je suis sérieuse. » Elle a regardé Lucas puis nous. « Vous aviez raison. Nous venons de mondes totalement différents et ça n'aurait jamais fonctionné. Ce n'était pas une décision impulsive. Elle avait vu la vérité, la vraie, pas l'illusion d'amour à laquelle elle s'était accrochée. Nous l'avions pressenti aussi, comment leur relation s'était détériorée au fil des mois.
Mais ce jour-là, ce moment précis, avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Frau Müller n'était pas prête à capituler. Elle a laissé échapper un rire glacial. « Oh, s'il te plaît, ne joue pas la victime. Même si tu annules le mariage, mon fils ne te reprendra jamais. » Anna ne l'a même pas regardé. Elle s'est tournée vers Lucas, la voix râpeuse comme de la glace. « Prends tes parents et pars, c'est fini. » Lucas a paniqué, saisissant son poignet. « Anna, arrête, ne fais pas ça. Ne sois pas si têtue. » Elle a arraché son bras, comme si son contact la brûlait. « Ne me touche pas. » Herr Müller a ricané. « Regarde-toi, Lucas, pathétique. Ce n'est même pas encore ta femme, et tu ne peux pas la contrôler. Si tu laisses passer ça, elle te piétinera pour le reste de ta vie. » Sa voix s'est faite moqueuse. « Es-tu un homme, ou quoi? » Ce fut le coup de grâce. J'ai attrapé un verre sur la table et l'ai fracassé au sol. Le bruit a résonné dans la maison, laissant place à un silence oppressant. Puis Thomas s'est avancé, un rugissement de pure fureur dans la voix. Il s'est jeté en avant et a asséné un coup de poing solide au visage de Herr Müller. L'homme a vacillé en arrière, s'écrasant contre le mur avant de s'effondrer au sol, étouffant sous sa propre respiration. Un hématome rouge foncé s'étendait déjà sur sa joue. Frau Müller a hurlé. « Vous êtes fou! C'est une agression! » Thomas s'est tenu au-dessus de lui, sa voix basse et menaçante. « Dis un mot de plus, et tu ne sortiras pas de cette maison. » Lucas était figé, le visage pâle comme un spectre. Il n'osait pas bouger. J'ai fait un pas en avant. Pour la première fois, Lucas semblait terrifié. Sa voix tremblait. « Je n'ai dit ça que parce que vous manquiez si de respect à mes parents. Si elle s'excuse, on pourrait peut-être tout oublier. » Avant qu'il puisse finir, la paume de Thomas s'est abattue sur son visage, le faisant chanceler jusqu'au sol. Une marque rouge éclatante s'est formée sur sa joue. Il l'a saisie, abasourdi, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Espèce de salaud !» a grondé Thomas. « Ça, c'était pour Anna, pour chaque mot que tu as laissé dire sur elle. » Lucas a reculé, respirant par saccades, l'air d'un rat pris au piège. Herr Müller, encore étourdi, a tenté de se relever. Thomas s'est tourné vers lui. Herr Müller a blêmi. « Si tu me touches encore, j'appelle la police. Tu iras en prison pour ça. » Thomas l'a saisi par le col, le soulevant du sol. « Ferme-la. » Il s'est approché, la voix tranchante. « Maintenant, je te vois tel que tu es. Même si Anna voulait épouser quelqu'un de ta famille, je ne le permettrai jamais. » Herr Müller tremblait, son arrogance brisée. Thomas a resserré sa prise. « Ma fille est intelligente, belle, capable. Elle n'a pas besoin de ton fils. En fait, elle est bien trop bien pour lui. » Sa voix s'est faite plus grave, plus dangereuse. « Vous n'avez pas pu payer un mariage, vous n'avez pas pu leur acheter une maison. Et dès que vous êtes entrés ici, vous nous avez manqué de respect. Vous avez sali nos sols, fumé dans nos pièces, agi comme si nous vous devions quelque chose. Alors, laisse-moi être clair. » Il a repoussé Herr Müller, le laissant s'effondrer au sol comme un chiffon usé. « Nous ne vous donnerons rien. Maintenant, sortez de ma maison. » Herr Müller, tremblant, a hoché la tête. Thomas lui a jeté sa chaussure. « Ramasse-la et dégage. » Herr Müller s'est relevé précipitamment, trébuchant presque en courant vers la porte. Je me suis croisé les bras, un sourire satisfait aux lèvres. « Regardez-le, il s'enfuit et abandonne sa femme et son fils. » Frau Müller, encore sous le choc, a attrapé le bras de Lucas et l'a traîné vers la sortie. À la porte, elle n'a pas pu résister à une dernière tirade. « Tu le regretteras, Lucas. Il pourrait avoir n'importe quelle femme. Des filles feraient la queue pour lui. Ta fille finira seule. » J'ai fait un pas en avant et elle a détalé. En descendant les escaliers, l'un d'eux a dû trébucher, car soudain, tous trois ont dévalé les marches, agitant bras et jambes. Les chocs sourds ont résonné dans l'allée. Thomas a soupiré, secouant la tête en les regardant gémir sur le pavé, comme ils l'ont mérité. J'avais pensé qu'une fois qu'Anna aurait rompu avec Lucas, elle serait enfin libérée des absurdités de cette famille et pourrait avancer. Mais j'avais clairement sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ce soir-là, quand Anna est rentrée du travail, elle était visiblement bouleversée. Sans un mot, elle a posé son sac avec un profond soupir. J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ce qui ne va pas ?» Sans répondre, elle m'a tendu son téléphone. Lucas lui avait envoyé un email. Anna l'avait déjà bloqué sur toutes les plateformes, appels, messages et réseaux sociaux.
Mais d'une manière ou d'une autre, il avait trouvé un moyen de se faufiler à nouveau dans sa vie. Thomas et moi nous sommes penchés pour lire l'email. L'objet était simple. Anna, le message disait « Puisque nous avons rompu, il est juste que tu me payes ce que tu me dois. » Thomas a haussé les sourcils. « Tu lui as emprunté de l'argent ?» Anna a laissé échapper un rire sec, sans humour. « Regarde la pièce jointe. » Nous avons cliqué sur le fichier et ma tension a grimpé en flèche. C'était une feuille de calcul, une liste méticuleusement organisée de chaque centime qu'il avait dépensé pour elle durant leur relation. Mardi, Starbucks, 2 cafés, 8,20 €. Fleurs pour la Saint-Valentin, 25 €. Trajet Uber le week-end dernier, 14 €. Carte cadeau d'anniversaire, 200 €. Dîner au restaurant, 12 fois, total, 1770 € divisé équitablement, 885 €. Ligne après ligne, tout un an de dépenses, comme s'il s'agissait d'un investissement dont il voulait un retour. En bas, en gras. Total, 2797,36 €. Je serai généreux. Envoie-moi seulement 857 € et nous serons quittes. Thomas et moi avons fixé l'écran, sans voix. J'ai senti la colère monter, mes poings se serrer. Cet homme n'avait aucune honte. Il pensait vraiment que nous ne savions pas la vérité? Presque tous les dîners, films, sorties, c'était Anna qui sortait sa carte. Lucas nous avait invités à dîner une fois, dans une chaîne de fast-food. Pour son anniversaire, Anna lui avait offert le dernier iPhone, dépensant plus de 1200 €. Pour le sien, elle avait reçu une carte cadeau de 200 €. Et l'année précédente, quand son père avait eu un problème de santé, c'est moi qui avais apporté un cadeau de 500 € à l'hôpital. Mais maintenant, il voulait lui faire payer. Et pour couronner le tout, l'email se terminait par une menace à peine voilée. Si tu ne payes pas, je n'aurai d'autre choix que de venir à ton lieu de travail pour régler ça en personne. Le lendemain, dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Une foule s'était rassemblée près du hall, murmurant et pointant vers l'entrée. L'air vibrait d'une tension, comme si tout le monde assistait à un spectacle. Et au centre de tout cela, Lucas et ses parents. Lucas était recroquevillé dans un coin, tête baissée, comme s'il voulait disparaître. Mais ses parents criaient, comme s'ils menaient une manifestation de rue. La voix stridente de Frohmüller résonnait. « Où est votre supérieur? Je veux voir un manager. Nous sommes ici pour Anna. Elle doit de l'argent à mon fils et refuse de payer. » Les employés échangeaient des regards perplexes, chuchotant entre eux. D'autres personnes affluaient, attirées par le tumulte. Puis, au moment où Anna et moi sommes sortis de l'ascenseur, le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers nous. Frohmüller, voyant Anna, a pointé un doigt accusateur et haussé la voix encore plus. « Écoutez tous. Cette femme, votre collègue, est sortie avec mon fils pendant un an entier. Elle a dépensé son argent, profité de sa générosité, et maintenant qu'ils ont rompu, elle pense qu'elle peut partir sans payer. Dites-moi à moi, est-ce juste? Juste? » Les murmures ont repris, plus fort. « Attends, c'est vrai? Je croyais qu'elle venait d'une famille riche, son père n'est pas un cadre chez Granite Group. » Et si tout ça n'était qu'une façade, le visage d'Anna s'est empourpré. Je sentais ses épaules trembler. Elle n'avait jamais été confrontée à une telle situation, humiliée en public, traitée comme une escroc. Toujours calme, professionnelle, respectée, elle était maintenant réduite à un spectacle par la famille de Lucas. J'ai fait un pas en avant, posant doucement une main sur son dos. « Calme-toi, je m'en occupe. » J'ai redressé les épaules, croisé les bras et fixé Frohmüller. À l'instant où je suis intervenue, son arrogance a vacillé. Ils avaient déjà goûté à la colère de Thomas, ils savaient de quoi nous étions capables. Pourtant, Frohmüller a tenté de maintenir sa façade. « Nous voulons juste ce qui est juste. Votre fille doit de l'argent à mon fils, et nous sommes ici pour le récupérer. » J'ai haussé un sourcil, ma voix froide et tranchante. « Oh, vraiment? Puisque nous faisons un scandale public, combien lui doit-elle exactement? » Frohmüller a hésité une demi-seconde, puis s'est redressé. « Beaucoup d'argent. Combien, précisément? » ai-je insisté. Elle a tressailli légèrement, mais a relevé les épaules et a presque crié. « 557
36. Oh! La salle s'est figée. Un silence total, puis une explosion de rires. Attends, quoi? Tout ce cirque pour moins de 900 euros? Je pensais qu'elle lui devait des centaines de milliers. Elle a vraiment dit 36 centimes? Qui calcule comme ça? Les murmures se sont transformés en moqueries ouvertes. L'expression de Frau Müller a vacillé, mais Herr Müller est intervenu, déterminé à sauver leur dignité. Il a sorti un immense panneau, le brandissant comme une pancarte de manifestation. Voici un récapitulatif complet de chaque dépense que mon fils a payée. Ses cafés, ses places de cinéma, ses dîners, regardez les chiffres. Il a commencé à lire les transactions, sa voix résonnant comme s'il présentait un rapport budgétaire d'entreprise. Mais plus il parlait, plus la foule réagissait. Sérieux, il détaille chaque café? Des fleurs pour la Saint-Valentin à 25 euros? C'est une blague! Mon ex le plus radin n'était pas aussi mesquin. Tenir un registre de chaque café, ce n'est pas du budget, c'est psychopathe. Puis Lucas a murmuré quelque chose. Je tenais juste un registre pour la planification financière. Ce n'était pas mesquin. Cela n'a fait qu'empirer les rires. Je savais que c'était mon moment. J'ai avancé. La voix claire et forte. Très bien. Puisque vous exigez un paiement, faisons ça correctement. J'ai sorti mon chéquier. La salle s'est tue. Avec une lenteur délibérée, j'ai écrit un chèque de 1000 euros, m'assurant que tout le monde voit le montant. Puis, d'un geste nonchalant, je l'ai lancé à Lucas. Le chèque a voltigé et atterri à ses pieds. Voilà, jusqu'au dernier centime que vous prétendez qu'on vous doit payer en totalité. Des exclamations ont parcouru la foule. Frau Müller s'est jetée sur le chèque, le saisissant. L'espace d'un instant, elle semblait triomphante. Puis j'ai souri. Maintenant, Lucas, puisque nous réglons les dettes, parlons de ce que tu dois à Anna. Lucas s'est figé, son visage blême. Il savait exactement de quoi je parlais. Et la foule aussi. Frau Müller a crié, sa voix stridente. Quel argent, quelle absurdité. J'ai ri froidement. Vraiment? Passons une revue les chiffres, d'accord? Je l'ai regardé droit dans les yeux, imperturbable. Pour l'anniversaire de Lucas, ma fille lui a acheté un nouveau téléphone, 1200 euros. Quand son père est tombé malade, je lui ai personnellement apporté un cadeau de 500 euros. Je l'ai reçu ici même. J'ai sorti mon téléphone, tapotant l'écran. Et ce ne sont que les dépenses que nous pouvons prouver. Ça fait déjà plus de 1700 euros, sans compter toutes les autres dépenses quotidiennes que nous n'avons pas comptabilisées. Je me suis tournée vers la foule, haussant juste assez la voix. Dites-moi, ne devrait-il pas rembourser cet argent? La réponse a été immédiate. Bien sûr qu'il devrait. C'est bien plus que ce qu'il lui réclame. Parlez d'hypocrisie. Le chœur d'approbation était assourdissant. Les Müller ont tressailli, leur visage figé. Frau Müller, s'accrochant au dernier lambeau de dignité, a soufflé. « Vous inventez tout ça. Mensonge, calomnie. » C'est alors qu'Anna a enfin fait un pas en avant. Sa patience était à bout. « Si vous ne voulez pas reconnaître la vérité, très bien, portons ça ailleurs. » Sa voix était claire et ferme. Elle s'est tournée vers Lucas. « Et si nous allions à ton bureau? On se poste devant ton entreprise et on affiche tout ça pour que tes collègues le voient. Ça te plairait, Lucas? » Le visage de Lucas a blanchi instantanément. Son entreprise était juste 2 étages au-dessus de la nôtre. Pas d'échappatoire. Le visage de Frau Müller s'est tordu de fureur. Petite ingrate. Puis elle s'est élancée, levant la main vers le visage d'Anna. Cette fois, j'étais prête. Au moment où son bras s'est levé, j'ai fait un pas en avant, me plaçant entre elles. Ma voix était basse, calme, mais ferme. « Tu ferais mieux de baisser cette main. » Un silence glacial a envahi la pièce. Le bras de Frau Müller s'est figé en l'air, son visage rigide et stupéfait. Je n'ai pas cligné des yeux, je l'ai simplement fixé, puis j'ai lentement tourné mon regard vers Lucas. « Tu es venu ici pour faire une scène, mais tout ce que tu as fait, c'est détruire le peu de dignité qu'il te restait. » Lucas a baissé les yeux, silencieux, vaincu. J'ai pris une profonde inspiration et me suis tournée vers les employés rassemblés, mais je me suis adressée à Anna. « Allons-y, nous porterons ça à la direction de son entreprise et le gérerons professionnellement, sans cris, sans menaces, juste une action calme et déterminée. » Sans un mot de plus, nous nous sommes dirigés vers l'ascenseur. Nous n'avons pas regardé en arrière.
Ce n'était pas nécessaire. Le mal était fait. Le superviseur est arrivé rapidement, l'air poli mais perplexe. « Pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» J'ai sorti l'email de Lucas, celui qu'il avait envoyé avec tant d'aplomb pour exiger de l'argent. Je l'ai montré et résumé la situation calmement. Nous ne sommes pas ici pour nous disputer. Nous voulons simplement une résolution équitable. Le superviseur a parcouru l'email, fronçant les sourcils. Alors que je finissais d'expliquer, un assistant s'est approché et lui a murmuré quelque chose. Ses yeux se sont tournés vers moi, et son attitude a changé presque instantanément. « Excusez-moi, êtes-vous Madame Wagner de Granite Group ?» J'ai hoché la tête, offrant un sourire serein. « C'est moi. » Immédiatement, sa posture s'est raidie, son ton devenant formellement courtois, presque contrit. « Je suis sincèrement désolée que cette situation ait atteint un tel point. Notre entreprise prend le professionnalisme et l'éthique très au sérieux. Je parlerai à Lucas en privé pour régler cette affaire. » Puis, il s'est tourné vers Lucas, son ton durcissant. « Lucas, je suis vraiment déçu. Tenir des comptes détaillés de dépenses personnelles, exiger un remboursement après une rupture et causer un scandale devant les bureaux d'une autre entreprise, c'est totalement inapproprié. » Lucas a blêmi, ouvrant la bouche pour trouver une excuse. « Je ne pensais pas que ça deviendrait comme ça. C'était juste... » Le superviseur l'a coupé. « Non seulement tu t'es humilié, mais tu as aussi terni l'image de cette entreprise. Cela sera signalé aux ressources humaines. » Lucas s'est recroquevillé, la tête basse, les mains tordues. J'ai remercié le superviseur poliment. « C'est réglé. » Je me suis tournée vers Anna, prête à partir. Mais juste au moment où nous faisions un pas, la voix stridente de Fromuller a déchiré l'air. « Attendez, ce n'est pas fini !» J'ai fait une pause, puis me suis lentement retournée, la fixant avec un regard calme et indéchiffrable. Je n'avais pas besoin de dire un mot, car à cet instant, tout le monde savait déjà qui avait gagné. Quelques semaines plus tard, la vie semblait enfin revenir à la normale. Anna a repris sa routine. Travail, café avec des amis, cours de yoga le week-end. Elle semblait plus légère, libérée du poids du stress passé. Thomas et moi avions un accord tacite. Ne plus mentionner Lucas ni ce qui s'était passé. Nous ne voulions pas rouvrir des blessures encore en cicatrisation. Elle allait bien, du moins devant nous, s'assurant que tout semble en ordre. Mais un soir, elle est rentrée avec de la nourriture à emporter, l'air troublé. Je l'ai regardée du coin de l'œil en dressant la table. « Tout va bien au travail ?» Elle a hésité, puis m'a tendu son téléphone sans un mot. Il avait encore essayé de la contacter. L'écran affichait un message d'un numéro inconnu, mais les mots étaient douloureusement familiers. Lucas écrivait « Anna, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers instants. Je sais que j'ai tout gâché. J'aurais dû ne pas écouter mes parents et je n'aurais jamais dû passer ma frustration sur toi. Je n'ai plus rien, mais je veux recommencer. Peux-tu me donner une autre chance? » J'ai expiré lentement. C'est le troisième. Sa voix était basse. Je n'ai pas répondu. J'ai hoché la tête. Bien. Le silence est la réponse la plus claire. Elle a soupiré. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il est vraiment désolé ou est-ce qu'il déteste juste perdre? Probablement les deux, ai-je dit calmement. Mais ce n'est plus ton problème. Son évolution n'est pas ta responsabilité. Elle a regardé par la fenêtre, silencieuse. Je savais que son cœur ne vacillait pas. Ce n'était pas de l'amour. Ce qui y était difficile, c'était l'habitude, les résidus émotionnels d'avoir tant investi dans quelqu'un pour réaliser qu'il n'en valait pas la peine. Quelques jours plus tard, les choses ont pris une tournure inattendue. Ce soir-là, Anna est rentrée avec une expression différente. Pas de tristesse, mais quelque chose de plus froid, plus acéré. Elle a posé son téléphone sur le comptoir. « Maman, regarde ça. » En voyant l'écran, mon estomac s'est noué. Une publication sur les réseaux sociaux. Un message anonyme, accompagné d'une photo floue et de clips vidéo soigneusement montés pour créer une fausse narrative. Le titre était cruel. Une vraie chasseuse de fortune. Elle a extorqué son ex après leur rupture et s'est vantée de sa riche famille. Fini l'intouchable. Une colère sourde s'est formée en moi. Devons-nous deviner qui a fait ça? Anna a secoué la tête. Je ne peux pas tracer le compte, mais regarde le contenu. Ses photos, ses vidéos, tout vient de Lucas. Il s'est effacé lui-même, a utilisé un compte anonyme, mais nous savons que c'est lui. J'ai serré la mâchoire. Donc, maintenant, il en est là.
Elle a poussé un long soupir, la fatigue l'envahissant. « Je veux juste avancer. Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille? » J'ai pris sa main, la serrant fermement, parce qu'il n'est pas obsédé par toi, mais par son propre ego. Il ne sait pas avancer, alors il ne fait que tirer les gens en arrière. Ce soir-là, j'ai contacté un vieil ami de l'université, désormais avocat dans un cabinet réputé. Le lendemain matin, nous avons officiellement émis un avis légal exigeant la suppression du contenu diffamatoire anonyme, accompagné d'une demande de préservation des informations sur l'auteur pour d'éventuelles poursuites. Nous avons également déposé une plainte civile pour harcèlement, garantissant un registre officiel des actions de Lucas. Pour un temps, les choses se sont calmées, mais Lucas n'avait pas fini. Une semaine plus tard, Anna a reçu un paquet par la poste. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Lucas, dégoulinante de remords, de culpabilité et de nostalgie. Il évoquait leur premier rendez-vous, son sourire, les nuits où il avait veillé sur son père malade. Chaque ligne était soigneusement conçue pour l'émouvoir. Mais les dernières phrases révélaient la vérité. « Je ne peux pas accepter que tu partes pour de bon. Tu sais que je n'ai plus rien. Tu étais ma seule lumière. Si tu ne reviens pas, je ne sais pas ce que je ferai. » Ce n'était pas une excuse. C'était du chantage émotionnel. Mon expression s'est assombrie en lisant ces mots. Sans hésiter, j'ai appelé notre avocat et lancé la procédure pour une ordonnance de protection. Cet après-midi-là, Anna et moi sommes allés ensemble au tribunal. Elle était assise sur un banc, serrant la lettre si fort que ses jointures blanchissaient. « Maman !» Sa voix était basse et tendue. « Je sais que je tiens le coup, mais pourquoi est-ce encore si épuisant? » Je lui ai posé une main sur l'épaule. « Tu n'es pas fatiguée, tu te remets, et ça prend du temps, mais tu fais tout comme il faut. » Elle a expiré lentement, puis a croisé mon regard. Pour la première fois, il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. « Je ne le laisserai plus me faire de mal. » J'ai souri. « C'est ma fille. » Quelques semaines plus tard, le tribunal a officiellement approuvé une ordonnance de protection temporaire, interdisant légalement à Lucas de contacter ou d'approcher Anna de quelque manière que ce soit. Nous avons également fourni toutes les preuves au service juridique de Granite Group, garantissant qu'un dossier soit conservé en cas de futurs problèmes. Cette fois, nous n'attendions pas d'excuses. Nous ne lui avons laissé aucune chance de revenir dans nos vies. Anna s'est enfin libérée. Elle n'était plus la jeune femme qui se taisait face aux émotions des autres. Elle n'était plus la fiancée qui cédait, s'excusait ou essayait de réparer quelqu'un qui refusait de changer. Elle était entrée pleinement dans sa propre vie. Sans s'en rendre compte, elle avait commencé à dépasser les limites qu'elle s'était autrefois imposées. Elle s'est jetée à corps perdu dans son travail, ne laissant pas ses émotions la détourner de ses objectifs. Au lieu d'hésiter, elle a pris en charge plusieurs projets simultanément, prouvant sa capacité à exceller sous pression. Elle savait ce qu'elle voulait, et plus important encore, ce dont elle n'avait plus besoin. Puis est arrivée la conférence régionale d'entreprise. Granite Group l'a choisie pour représenter la firme lors d'un événement majeur de réseautage sectoriel. Elle est montée sur scène avec assurance, livrant une présentation précise et confiante. Le public, cadres, investisseurs, leaders du secteur, écoutaient, hochaient la tête en signe d'approbation. À la fin, plusieurs représentants d'entreprises de tout le pays se sont approchés, impatients d'échanger leurs cartes de visite et d'explorer de futures collaborations. Cet événement a subtilement mais irréversiblement changé la trajectoire de sa carrière et avec elle, sa vie. Lors d'un déjeuner informel de réseautage après la conférence, Anna a rencontré Elias Schmidt. Elias était cofondateur d'une entreprise de capital risque, diplômé du MIT, issu d'une famille d'entrepreneurs renommée de Francfort. Mais contrairement à l'arrogance, souvent associée à ce milieu, il était réfléchi, éloquent, posé. Leur conversation a été brève, sans bavardage inutile ni échange de contacts forcés, juste une discussion naturelle et spontanée avant qu'ils ne poursuivent leur journée. Mais la semaine suivante, Anna a reçu une lettre manuscrite. Pas une grande déclaration, ni une invitation empressée, mais une note sincère remerciant la solidité de sa présentation et offrant des commentaires pertinents sur son modèle économique. Il y avait aussi un livre sur le leadership et la stratégie qu'il pensait qu'elle pourrait apprécier. Elle était surprise, impressionnée même.
J'ai regardé la lettre et souri avec suffisance. Eh bien, au moins, il ne t'a pas envoyé une facture après la rupture. Anna a ri doucement, mais n'a pas répondu. Pourtant, il y avait quelque chose de différent dans son expression, une sérénité nouvelle. Il n'y a pas eu de romance soudaine, ni d'avancée précipitée. Avec le temps, leurs conversations sont devenues plus fréquentes, mais jamais forcées. Ils échangeaient sur l'industrie, assistaient parfois à des forums de petites entreprises, prenaient parfois un café pour discuter des tendances du marché. Un soir, alors qu'Elias la raccompagnait chez elle, il a arrêté la voiture et s'est tourné vers elle. « Je ne sais pas ce que tu ressens pour moi, » a-t-il dit, la voix ferme et sincère. « Mais je veux que tu saches que je t'aime. Pas pour ton travail, pas parce que tu es brillante ou indépendante, mais parce que quand je suis avec toi, j'ai l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue pleinement. » Anna s'est figée un instant. Elle ne s'attendait pas à ce moment, pas si tôt, pas si direct. Elle est restée silencieuse, pesant ses mots. Puis, enfin, elle a hoché la tête. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, » a-t-elle admis doucement. « Mais j'aimerais le découvrir. » Pour la première fois, elle est entrée dans une relation sans peur, sans prétention, sans hésitation. À notre surprise, Elias l'a rapidement présentée à ses parents. Herr et Frau Schmidt étaient aimables, intelligents, accueillants. Ils ne se mêlaient jamais des affaires personnelles, ne jugeaient pas, n'examinaient pas. Ils traitaient Anna avec le même respect qu'ils accorderaient à toute adulte compétente. Lors d'un dîner, Frau Schmidt a préparé un dessert elle-même et a souri chaleureusement. « C'est la première fois qu'Elias invite quelqu'un à la maison. Je devais m'assurer de bien faire les choses. » Plus tard, le père d'Elias a pris Thomas à part et lui a dit à voix basse. « Elle est extraordinaire, intelligente, équilibrée. Elle sait ce qu'elle veut. Nous sommes ravis qu'Elias ait rencontré quelqu'un comme elle. » Il n'y avait ni revendication, ni exigences, ni pression à se conformer, juste une famille qui valorisait la connexion authentique et le respect mutuel. Tout ce que la famille de Lucas n'était pas. Pour la première fois, nous pouvions tous le voir. Anna était enfin dans un endroit où elle était en sécurité, aimée. Mais les bonnes choses passent rarement inaperçues. Un après-midi, une photo a circulé en ligne, une image spontanée d'Anna et Elias lors d'un événement professionnel. Le nom de famille d'Elias n'a pas tardé à attirer l'attention, et l'image s'est propagée dans les cercles professionnels. Bientôt, la nouvelle est parvenue à Lucas. Ce soir-là, Anna est sortie de son bureau et a trouvé Lucas qui l'attendait près de l'entrée. Son visage était pâle, son expression tordue. « Alors, c'est tout ?» a-t-il dit, s'approchant, la voix basse et amère. « Tu m'as quitté et tu as couru dans les bras d'un autre homme. » Anna n'a pas bronché. Elle l'a regardé droit dans les yeux. « Lucas, va-t'en. Tu n'as aucun droit de me questionner. » Ses narines se sont dilatées. « Tu l'avais prévu tout ce temps, n'est-ce pas? Tu étais déjà avec lui quand tu étais encore avec moi. » Sa voix s'est durcie. « Tu dois arrêter. J'ai une ordonnance de protection contre toi. Si tu continues, j'appelle la police. » Son visage s'est crispé, les poings serrés. Il était sur le point de répliquer quand une autre présence s'est avancée depuis le parking. Elias s'est approché, sa posture calme, son expression indéchiffrable, mais sa seule présence changeait l'atmosphère. Il s'est placé aux côtés d'Anna, sa voix posée mais ferme. « Je ne sais pas qui tu es, » a-t-il dit. « Mais si tu fais un pas de plus vers elle, j'appelle la police moi-même. » Lucas a cligné des yeux, déstabilisé. Il n'avait pas remarqué l'arrivée d'Elias et n'avait certainement pas anticipé cette confrontation. « T'es le nouveau petit ami, hein ?» Sa voix était moqueuse, mais il y avait une fêlure dans son assurance. « Tu te crois mieux que moi ?» Elias n'a pas mordu à l'hameçon. « Peu importe qui je suis, » a-t-il dit calmement. « Ce qui compte, c'est que tu comprennes. Tu ne peux plus lui faire de mal. » Il n'y a eu ni cri, ni confrontation dramatique. Mais le poids de ces mots a étouffé Lucas plus que n'importe quelle dispute. Pendant un instant, Lucas est resté là, les regardant. Anna, droite, impassible face à sa colère. Elias à ses côtés, ferme, inébranlable. Quelque chose s'est brisé en lui. Il a enfin compris. La femme qu'il avait autrefois critiquée, rabaissée,
contrôlé, se tenait maintenant dans un monde différent, baigné d'une lumière qu'il ne pourrait jamais atteindre. Et lui n'avait même plus le droit d'être à ses côtés. Alors qu'il s'éloignait, Lucas était resté figé, le visage indéchiffrable, une tempête de rage, de regret et de fatalité. Mais le monde avait continué sans lui, et Anna n'a jamais regardé en arrière. Après le dîner, Anna et moi avons marché le long d'un sentier étroit, nos pas lents et mesurés. La gravel crissait doucement sous nos pieds, et derrière nous, les arbres ondulaient dans la brise du soir, leurs ombres dansant sur le sol. C'était un endroit que nous visitions souvent quand elle était petite. Elle adorait sauter sur les pierres lisses près du lac, et mon cœur s'arrêtait chaque fois qu'elle vacillait au bord. Je tendais la main, attrapant sa manche, essayant de la maintenir en équilibre. Maintenant, ses pas étaient assurés, son regard clair et ferme. « Tu te souviens comment je courais vers l'eau pour ramasser des pierres ?» a-t-elle demandé soudain. J'ai souri. « Bien sûr, tu disais toujours que chacune était unique, qu'il fallait toutes les ramener à la maison et les laver soigneusement. » Elle a ri doucement. À l'époque, je pensais que chaque petit détail du monde méritait d'être gardé. Elle a marqué une pause, pensive. Maintenant, je sais que certaines choses sont faites pour rester dans le cœur, pas dans la vie. Je me suis tournée vers elle. Elle a repris, la voix plus basse. « Maman, qu'est-ce que les gens poursuivent toute leur vie, selon toi ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon regard s'est porté sur l'eau, où la lumière du soleil dansait en vagues douces et changeantes. Je pense que c'est différent pour chacun, mais pour moi, c'est la paix. Elle a hoché la tête. La paix, c'est quelque chose qu'on construit. Ça ne vient pas tout seul et ça ne se fait pas en une nuit. Elle est restée silencieuse un moment, absorbant mes mots. Puis, d'une voix aussi douce que l'air du soir, elle a dit « Avant, je pensais que j'avais besoin d'être aimée pour donner un sens à ma vie. Mais maintenant, je crois que m'aimer moi-même est la chose la plus importante. » J'ai hoché la tête. « C'est plus que suffisant. » Elle m'a souri. « Tu l'as toujours su, n'est-ce pas que pas? » Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement rendu son regard et à cet instant, j'ai su qu'elle n'avait plus besoin de ma protection. Elle avait appris à tenir debout dans le vent, à écouter l'eau, à entendre les voix du monde et à décider par elle-même lesquelles comptaient. Nous avons continué à marcher côte à côte le long du lac. Au loin, des canards flottaient paresseusement, leurs mouvements créant de légères ondulations, l'une après l'autre. Et soudain, j'ai compris. Ce chemin, nous l'avions parcouru d'innombrables fois auparavant. La différence, c'est qu'autrefois, elle se tournait vers moi pour trouver son chemin. Maintenant, elle pouvait marcher seule, mais de temps en temps, elle choisissait encore de prendre la main de sa mère. Et cela suffisait. Je suis Anna, et j'ai cru, sincèrement, que l'amour pouvait tout surmonter. Quand j'ai rencontré Lucas, il était calme, réservé, avec une gravité qui le faisait paraître plus mûr que les autres garçons de son entourage. J'ai confondu cette retenue avec de la profondeur, sa frugalité avec un pragmatisme réaliste. Même quand mes amis m'ont gentiment averti qu'il était avare, j'ai balayé leurs remarques, les trouvant trop dures. La première fois qu'il m'a invité à dîner, c'était dans un fast-food. Il a commandé le plat le moins cher du menu et m'a dit « Ne commande pas trop, c'est du gâchis ». J'ai souri, dit que c'était d'accord, et je me suis convaincue qu'il valorisait simplement les choses pratiques. Il ne faisait jamais de cadeaux. Pour la Saint-Valentin, il m'a envoyé 20 € par virement, plaisantant que l'intention compte. Et moi, naïve, j'ai trouvé ça touchant. Je pensais que c'était une romance charmante, minimaliste, mature. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que sa soi-disant praticité n'était que de l'avarice déguisée. Pour son anniversaire, je lui ai offert un iPhone flambant neuf. Pour le mien, il m'a donné une carte cadeau de 200 €, me disant de m'acheter quelque chose de joli, ajoutant sérieusement « Les couples ne devraient pas mesurer l'amour avec l'argent. » Et moi, idiote, j'ai acquiescé. Il n'avait pas de voiture, alors je conduisais. Il n'avait pas de maison, alors j'ai dit que ça n'importait pas. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas encore se permettre une bague, alors j'en ai choisi une en secret. J'ai demandé à ma meilleure amie de l'acheter pour pouvoir le surprendre le jour de notre mariage. En y repensant, je n'arrive pas à croire à quel point j'étais aveugle. Et ce n'était que le début.
La première fois que j'ai visité sa maison, sa mère m'a à peine regardée avant de demander froidement « Tu cuisines ?» Avant que je puisse répondre, elle a ajouté « Les filles de la ville n'ont pas leur place en cuisine, mais laisse-moi te dire, ça ne fonctionnera pas dans notre famille. » J'ai ri, pensant que c'était une plaisanterie, et j'ai répondu « Je cuisine et j'aimerais apprendre davantage. » Elle n'a pas souri, elle a simplement reniflé, comme si cela confirmait quelque chose. Je pensais qu'en étant assez gentille, sincère, elle finirait par m'accepter. Je n'avais pas réalisé que ce n'était que le début de ces interminables tests et critiques. Elle s'est moquée de mes vêtements, disant que je m'habillais trop clinquant. Elle s'est moquée de ma carrière, disant qu'une femme trop ambitieuse est difficile à contrôler. Elle s'est moquée de ma personnalité, disant que je n'étais pas assez douce pour être une bonne épouse. Lucas, lui, ne m'a jamais défendue. Tout ce qu'il disait, c'était « C'est comme ça qu'elle est, ne le prends pas personnellement. » À l'époque, je pensais qu'il maintenait la paix. Maintenant, je réalise qu'il était simplement lâche. Son père était encore plus direct. « Tu n'auras pas le temps de travailler quand tu commenceras à avoir des enfants. Pas besoin de gaspiller ton énergie à penser à une carrière. » Il pensait que je ne devais pas avoir d'ambition personnelle. Pas d'espace à moi, pas même mes propres opinions. Et moi, que Dieu me vienne en aide, je me suis dit de tenir bon. Je pensais que les choses changeraient après le mariage. Mais le moment qui m'a réveillée, c'est la maison. Lucas m'a dit qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter une maison. Alors, j'ai proposé que mes parents nous en offrent une comme dot. Il n'a pas hésité à sourire et s'est empressé d'en parler à ses parents. Et c'est là qu'ils ont montré leur vrai visage. Sa mère a immédiatement déclaré « Nous prenons la chambre principale. La deuxième chambre sera pour Jonas, notre petit-fils. Et Jonas et sa famille emménageront aussi. » J'ai essayé d'être rationnelle, de discuter. Elle a ri à mon visage. « Ta mère t'a acheté une grande maison, quelle chance. Mais ça ne veut pas dire que tu as ton mot à dire. » Lucas, lui, est resté là, silencieux. Plus tard, quand je l'ai confronté, il m'a pris à part et a murmuré « Elle parle, c'est tout. Ne le prends pas trop au sérieux. » Et c'est là que je l'ai enfin vu. Je n'étais pas leur belle-fille. J'étais une ressource, une maison, un portefeuille, une étrangère pratique qui pouvait subvenir à leurs besoins mais ne serait jamais respectée. Et le plus absurde, après notre rupture, Lucas a répandu des rumeurs au travail, me traitant de froide, d'arrogante, de matérialiste. Puis il a eu l'audace de m'envoyer une facture, listant chaque café, chaque repas, chaque trajet qu'il avait payé, exigeant que je lui rembourse 897 €. J'ai ri, vraiment ri. La même fille qui avait acheté sa propre bague de fiançailles était maintenant accusée d'être une chasseuse de fortune. Je lui ai transféré l'argent total, non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que je voulais clore ce chapitre pour de bon. Après cela, sa vie s'est effondrée. Il a été licencié de son travail. La réputation de sa famille a été entachée. Chaque CV qu'il envoyait recevait un silence en retour. Les gens disaient qu'il semblait épuisé, misérable, perdu. Je ne pourrais pas vous le dire, parce qu'à ce moment-là, il avait cessé de m'importer. Parfois, je pense à la fille que j'étais, celle qui se taisait par amour, qui sacrifiait ses limites, qui se convainquait de supporter encore un peu plus. Oui, ça fait mal de s'en souvenir, mais plus que tout, je me sens libre. Parce que maintenant, je comprends. Une vraie relation, ce n'est pas compenser sans cesse les défauts de l'autre. Je n'ai jamais été son sauveur, ni le plan financier de sa famille. Je me suis éloignée et j'ai vécu mieux. Lui en a été dévoré par sa propre avidité, son propre égoïsme. C'est ma revanche la plus silencieuse, la plus digne. Sans crier, sans comploter, sans même haïr. Simplement, vivant une vie qu'il ne pourra jamais toucher. Cette fois, je ne m'incline devant personne. Cette fois, j'avance pour moi seule.